Les titres de l'actualité de ce mercredi 29 janvier. On commence avec les salariés de Maury Ducrot au Mans qui ne cèdent pas aux conditions posées par le principal repreneur. Et oui, ce principal repreneur, Arcole Industries, qui propose donc la reprise contre l'arrêt des mouvements de grève au Mans, où le site est condamné. Un piquet de grève était en place aujourd'hui. Mobilisation aussi au Mans contre l'expulsion d'un jeune Tchétchène, champion de France de Jiu-Jitsu. Et puis bouffée d'oxygène pour l'hôpital de Saint-Calais. Un scanner va y être installé cette année. 27 millions d'investissements réalisés pour lutter contre les inondations au Mans. Peut mieux faire, dit l'association de défense des sinistrés. Mon invité est le nouveau bâtonnier du Mans, Jean-Luc Vierfollet. Le nouveau patron des avocats nous dira comment il voit et il envisage cette année judiciaire à venir. Colère persistante des salariés de Maury Ducrot en grève au Mans depuis hier. Ils sont bien décidés à ne pas céder à Arcole Industries qui conditionne en effet son offre de reprise à la levée des piquets de grève sur les différents sites de France. Alors que le site va fermer, 40 salariés du Mans, soit un tiers des effectifs, sont rassemblés depuis hier pour réclamer de meilleures primes de licenciement. Maury Ducrot au Mans, une mort annoncée depuis plusieurs jours et la colère des salariés qui ne faiblit pas. La mobilisation devient de plus en plus importante sur tous les sites Maury Ducrot de France. Donc la lutte continue et on peut s'applaudir. Continuons la lutte. Ce matin, Arcole Industries a amélioré son offre de reprise, conservant 2 sites supplémentaires en France, mais pas le Mans, où 92 des 125 salariés vont devoir trouver un travail ailleurs. Ils réclament de meilleures conditions de licenciement. Les syndicats au niveau national ont demandé 1 000 € par année d'ancienneté supplémentaire. C'est ce que veulent l'ensemble des salariés Maury Ducrot. Ils veulent l'augmentation de la prime supralégale. Elle est à l'heure actuelle de 7 000 €. Objet supplémentaire de colère, le principal repreneur conditionne son offre à l'arrêt des mouvements de grève afin de conserver les clients du groupe. Au Mans, le site tourne au ralenti depuis l'annonce du redressement judiciaire fin novembre. Les principaux clients sont déjà partis chez la concurrence. Selon les syndicats, les conditions d'Arcole Industries apparaissent comme un chantage insupportable pour les grévistes. Qu'ils arrêtent ce chantage complètement ignoble. Le droit de grève est un droit constitutionnel, le droit de manifester est aussi constitutionnel. Et aujourd'hui, eh bien, de dire si vous n'arrêtez pas d'être en grève, il n'y aura pas de reprise, il n'y aura pas y compris d'indemnité, c'est complètement inacceptable. Les offres de reprise seront étudiées demain par le tribunal de Cergy-Pontoise. Ce sera pour fin avril ou début mai. L'ouverture et l'inauguration de l'espace culturel des Quinconces au Mans est donc repoussée après les élections municipales, annonce faite par le maire du Mans, Jean-Claude Boulard, ce midi lors de ses vœux à la presse. Raison invoquée, éviter tout malentendu pendant la campagne et permettre de roder l'équipement. Des Manceaux se mobilisent contre l'arrestation d'un ressortissant tchétchène. Lundi dernier, Ilyas Demeyen, 22 ans, se présente au commissariat de la Flèche. Il est convoqué pour présenter les papiers d'identité qu'il n'avait pas pu produire lors d'un banal contrôle durant le week-end. Les choses s'accélèrent pour lui. Convoqué une nouvelle fois 1 heure plus tard, il est ensuite transféré vers le centre de rétention administrative de Rennes. Ses amis se rassemblaient ce midi pour protester. Lucille Cantet. Ils étaient une cinquantaine devant la préfecture, tous émus, venus défendre leur ami Ilyas. Sacré champion de France de jiu-jitsu brésilien en décembre dernier, parfaitement intégré dans son quartier des Sablons, ses amis le décrivent presque comme un modèle. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ça fait longtemps qu'on le connaît, et puis voilà, on n'aimerait pas qu'il soit livré aux autorités russes et puis qu'il puisse... qu'il aille en prison, on lui souhaite pas ça, quoi. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit libéré, puis qu'il continue à s'entraîner avec nous, faire sa vie en France comme il l'a fait. Sa demande de droit d'asile a été déboutée en septembre. Ilyas a alors déposé un recours. En parallèle, jeudi dernier, il a fait une demande de régularisation en préfecture. Ni lui, ni son entourage ne s'attendaient à un tel événement. On ne sait pas trop comment réagir, à part au moins venir lui montrer qu'on est là, qu'on n'a pas envie qu'il soit livré aux autorités russes. Il a 22 ans et donc il ne faut pas oublier qu'en Tchétchénie, ce qui se passe, livrer quelqu'un, c'est synonyme de mettre sa vie en danger. C'est un exemple sportif, c'est un exemple de comportement. Et on est un peu choqués que ça se passe comme ça, on ne pouvait pas prévoir. On l'a eu au téléphone lundi, on l'attendait à l'entraînement. Et puis on nous a dit que peut-être on le reverrait jamais en fait. Demain, ils devraient être nombreux à Rennes pour assister à l'audience qui devra valider ou non le recours déposé.
Nouvelle pour le centre hospitalier de Saint-Calais, un scanner va y être installé d'ici la fin de l'année. L'Agence régionale de santé vient de donner son autorisation, un plus pour les patients qui doivent actuellement parcourir 30 km pour réaliser un scanner. Pour l'hôpital, c'est un pas vers la pérennité alors que ces dernières années, l'établissement était plutôt habitué des fermetures de services. Émilien David. C'est un bond en avant. Le service imagerie de cet hôpital va s'agrandir. Pour le moment, il se limite à ses tables de radiologie conventionnelles. Bientôt, il sera complété par un scanner aux possibilités plus importantes. Une radiologie, c'est une image plate en 2 dimensions. Un scanner, c'est en 3 dimensions, donc dans tous les plans de l'espace. On a des images splendides. On se croirait à l'intérieur du corps humain. Il sera ainsi possible de visualiser, par exemple, les vaisseaux sanguins ou les organes internes de l'abdomen. Des images indispensables pour la prise en charge de certains patients, comme les victimes d'un accident vasculaire cérébral. Jusqu'à présent, ils devaient aller à l'hôpital du Mans ou de la Ferté-Bernard, à plus de 30 km. Un scanner sur place permettra donc une meilleure prise en charge. L'examen sera fait immédiatement, alors qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il faut toujours 2 heures ou 3 heures d'attente. Et évidemment, dans ce genre de pathologie, le délai est toujours fondamental. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'hôpital. Ces dernières années, il a vu successivement fermer ses services maternité, chirurgie générale et ambulatoire. C'était alors la crainte quant à la survie de l'établissement. Ce scanner, c'est une option sur sa pérennité. On a perdu des activités et là on est en train de retrouver des nouvelles activités. C'est une satisfaction, je crois que on est au-delà du soulagement et qu'on est donc on est vraiment très très heureux qu'on ait pu obtenir cet équipement localement. Le scanner sera en service d'ici la fin de l'année. Outre l'achat de matériel, il faudra aussi construire une extension du service imagerie. Le coût du projet s'élève entre 600 et 700 000 euros. Lundi, l'association des sinistrés de protection des quartiers inondables tenait à son assemblée générale. Une AG très suivie avec plus de 200 personnes et la présence de personnalités politiques à l'image de l'enjeu que représentent les inondations. 27 millions d'euros ont déjà été investis dans les systèmes de protection au Mans. Est-ce suffisant? Pas pour l'association. Une étude récente sème le doute. Florent Clavel. Quartier crétois au Mans. Sur les berges encore en travaux de l'Huine, 650 mètres de pales planches. Leur objectif, protéger les populations d'une crue comme celle de 95, une crue qui revient tous les 50 ans. Des aménagements exemplaires selon l'association des inondables de la région mancelle. Mais une nouvelle étude menée par l'État vient raviver les craintes. Elle concerne une crue centennale. Par rapport à la crue de 95, on doublerait le nombre de personnes qui seront inondées. Soit 17 000 sinistrés. L'association réclame de nouveaux travaux pour faire face à une éventuelle crue centennale. Les aménagements au Mans ont amené un abaissement du niveau d'inondation d'une vingtaine de centimètres. Ce que l'on cherche à avoir, c'est par les autres aménagements en amont et les compléments locaux d'avoir encore 20 cm, ce qui ferait 40 cm. Et une étude avait révélé qu'avec 40 cm, on réduisait de moitié le nombre d'inondés dans l'agglomération mancelle. Des inquiétudes que les élus entendent, mais ils préviennent. 27 millions d'euros ont déjà été investis depuis 2001 contre les crues, et c'est déjà beaucoup. On a respecté nos engagements. Pour l'avenir, on ne sait pas quels seront nos moyens. On fait des hypothèses, paraît-il, sur des inondations millénaires. Ça n'a pas de sens. Tous les 1000 ans, on va sortir des cartes où des personnes qui n'ont jamais été inondées vont brusquement découvrir qu'elles pourraient l'être, ce qui va effectivement réduire la valeur de leurs biens, bloquer éventuellement des développements. Les crues trentenales, soixantenales, c'est des crues qu'on a connues en 95, 99, 2001, voire 2004. Donc c'est celle-là qui nous intéresse parce qu'on peut peut-être agir. On peut peut-être agir localement avec des budgets qui sont accessibles pour les collectivités. Une loi de prévention des inondations vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Elle devrait apporter de nouveaux moyens financiers via un impôt, 40 € par habitant. De quoi amorcer de nouveaux travaux en amont de la Sarthe, où d'après les participants, rien n'a encore été fait. Comment ouvrir les services des avocats aux citoyens? C'est l'une des réflexions menées par mon invité, le nouveau bâtonnier du Mans, Jean-Luc Verfollet. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que cette réponse va être bientôt concrète avec, dans le cadre de la ZSP, zone de sécurité prioritaire des Sablons, un point rencontre en fait autour de la justice? Effectivement, il va y avoir au Sablon, dans le cadre de la zone de sécurité prioritaire, un point rencontre
où vont être organisées dès le 17 février des permanences à destination des populations qui sont sur place. On va un peu à leur rencontre. Il s'agit d'aller vers des populations qui sont parfois en difficulté, de leur apporter un soutien juridique, des permanences gratuites. Il y a des thèmes qui sont récurrents comme le surendettement, des problèmes de protection des majeurs qui sont en tutelle. Donc c'est des avocats spécialisés en fait qui iront faire ces... Non, des avocats qui vont se spécialiser, qui comme la plupart des autres sont sur notre région des généralistes, mais, qui sont malgré tout compétents dans ces matières-là. Et de façon un peu bénévole grâce au centre départemental d'accès au droit. Il y a des liens qui sont faits avec la présidence du tribunal, le conseil général, et de façon à ce qu'on soit sur place pour aider ces gens-là. Ça fait partie d'une des pistes, il y en a d'autres j'imagine, pour ouvrir votre profession vers les citoyens. L'idée c'est qu'on s'ouvre au public, à la cité. Ça, c'est un point qui est important. À ce sujet-là, on va aussi rencontrer des parlementaires. On travaille régulièrement en lien avec la Chambre de commerce, les chambres de métiers, les autres professions libérales. Et l'autre idée, c'est de défendre l'accès au droit qui, en ce moment, est menacé, puisque qu'il s'agisse des magistrats ou des avocats, on partage les misères ou la misère de la justice actuelle, avec des budgets qui sont de plus en plus ridicules et des missions de plus en plus étendues, puisqu'il va y avoir une assistance automatique des personnes qui vont être entendues par la police dès que la loi sera prête. Il y a, à partir du 1er septembre, une défense automatique des personnes qui sont hospitalisées d'office. Donc ça nécessite une mobilisation très importante. Et en face, il faut bien voir qu'on accroît les missions, mais on diminue le budget. De la même manière qu'on accroît le travail des magistrats, puisqu'il faudra aussi des magistrats dans ces lieux-là, et les budgets diminuent. C'est effectivement une contrainte qu'on a en commun. Quelles conséquences sur la justice et les justiciables ? Les conséquences ne sont pas forcément totalement visibles pour les justiciables, puisqu'on joue le rôle d'amortisseur. Et que finalement, ce sont les avocats eux-mêmes qui, parfois, en subissent les conséquences avec des revenus en baisse, des charges qui ne baissent pas, et une charge de travail importante, mal rémunérée, quand il y a, par exemple, des commissions de discipline à la maison d'arrêt, il faut y aller. Dans les hôpitaux psychiatriques, il va falloir y aller. On y va déjà. Tout ça, ce sont des points qui ne sont pas indemnisés. C'est une profession en crise, ce sera ma dernière question, la profession d'avocat. En crise, qui subit la crise comme toutes les professions, mais aussi avec une particularité, c'est qu'on a l'impression que la justice, qui est pourtant une fonction régalienne de l'État, n'est pas une priorité des gouvernements en France. Si vous comparez les budgets de la justice entre la France, l'Allemagne, même l'Italie ou la Grande-Bretagne, on est dans des budgets totalement ridicules. Alors, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire en termes de politique. On ne peut pas ne pas faire le choix de la justice parce que si la justice n'est plus rendue, vous savez bien que c'est le désordre et avec tout ce qui s'ensuit. Et en général, ce sont les plus démunis qui en subissent les plus graves conséquences. Donc une année en prévision plutôt difficile donc pour le métier d'avocat. Jean-Luc Virfollet, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci. Votre fidélité, retour de l'info demain à 18h30 avec Pascal Brulon. Tout de suite, la météo de Romuald Besson. On se retrouve juste après pour l'actu vue par les médias.